président qui avait porté la candidature du président Ousmane Sonko à la dernière présidentielle. Après cette belle aventure, nous avons jugé utile de continuer à présenter aux Sénégalais un programme et une équipe. C'est ainsi qu'on a mis sur pied la coalition Jotna, qui a travaillé pendant plus d'une année à rassembler tous ceux qui gravitaient autour justement de la belle candidature de Ousmane Sonko. C'est ça Jotna, c'est-à-dire il est temps de changer ce pays, il est temps d'avoir de nouveaux leaders, de nouvelles perspectives et un nouveau Sénégal. Jotna a quand même connu beaucoup de départs. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, effectivement, il y a eu un malaise depuis le départ. Vous savez, le champ politique est un champ plein de remous. C'est un champ dynamique, parfois heureusement dans le bon sens, mais aussi parfois, malheureusement, c'est des contraintes subjectives plutôt. Et Jotna n'a pas résisté à ça. Ça a été peut-être la maladie de l'enfance, mais on a travaillé à avoir des textes clairs, une stratégie claire pendant une année, et ces remous n'ont pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire que Jotna est resté. C'est vrai qu'il y a des parties importantes qui sont parties, mais nous sommes restés, nous avons tenu la dragée haute, et aujourd'hui je pense que les Sénégalais voient plutôt une équipe debout, qui se bat, qui propose de vraies solutions pour le Sénégal et qui a montré ce week-end dernier avec le départ du président Bruno D'erneville, qui a montré un autre visage de la pratique politique au Sénégal, un visage fait de changement, de dynamisme, et mes camarades m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de la coalition. Alors, est-ce qu'au sortir de l'élection présidentielle 2019, un bilan a été fait de votre compagnonnage dans cette grande coalition? Oui, on a fait un bilan et effectivement le président Ousmane Sonko, qui était le capitaine de l'équipe, avait tenu à ce qu'on fasse un bilan financier, un bilan politique des activités qui ont été menées, bilan fait et présenté à l'occasion. Ce qu'on a constaté, c'est que le message a été largement entendu dans le Sénégal. On a visité toutes les contrées et on a présenté surtout une nouvelle ligne politique basée sur le patriotisme, sur la transparence, la bonne gouvernance, l'état de droit, la participation, etc. Des concepts qu'on brandit de temps en temps, mais dont la classe politique actuelle a du mal à habiller. Et nous avons habillé dans notre programme tous ces concepts. Donc, ça a été entendu. Maintenant, nous avons eu des obstacles majeurs, surtout sur le plan de la mobilisation du budget pour faire notre campagne électorale. Alors, c'était une coalition électorale ou bien est-ce que vous envisagiez de continuer l'aventure en prélude aux prochaines joutes électorales? C'était une coalition Sonko président était une coalition électorale. Mais après cette coalition électorale, la coalition Jotna a tiré toutes les leçons pour mettre en place une coalition politique, c'est-à-dire une coalition bâtie sur le moyen et long terme. Avant le départ de PASTEF ou bien après le départ? Avant le départ de PASTEF. C'est-à-dire que c'est cette coalition qu'on a bâtie ensemble, qu'on a appelée une coalition politique, avec tous les documents qui existent, qui sont datés. Nous avons voulu continuer l'aventure en étant ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi le départ de Boubacar Camara, de Ousmane Sonko et autres? Pour vous répondre franchement, sans embâche, je dirais qu'il y a eu un échec de notre ambition d'aller ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être il y a eu un manque de confiance par rapport à la ligne qui a été tracée. Certains ont pensé qu'il y avait des discussions avec l'État à la veille du remaniement ministériel. Rupture de confiance. Rupture de confiance. Maintenant, ce que je dois aussi préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de frictions et de dysfonctionnements qui ont fait le lit justement de beaucoup de soupçons, avant même qu'il y ait eu l'accélération de la veille du remaniement. Donc, la coalition était déjà assez infectée par le virus de la suspicion. Maintenant, ça c'est la pratique politique au Sénégal. Malheureusement, ça se bâtit plus autour de l'aura d'un leader que par rapport à un projet de société. Et nous croyons plus au projet de société qu'à la personnalité d'un leader. Comment justement Jotna
va relever le défi de l'unité et de l'adhésion à la coalition dans un contexte où l'opposition est complètement éclatée. La plupart même ont rejoint le camp présidentiel. Madame, votre question est importante. La plupart des gens de l'opposition ont rejoint le camp présidentiel et il importe pour les fils de ce pays de refuser qu'il y ait ce bloc monolithique, puisque ce bloc monolithique va signer la mort de la démocratie. Je pense que dans un pays comme le Sénégal, qui fait face à beaucoup de contraintes, dans un monde qui bouge avec la Covid, qui a fini par mettre à bas beaucoup d'espoir, il est temps pour les fils de ce pays de créer justement une dynamique qui va avoir une opposition face à un pouvoir, une opposition responsable, crédible, qui va proposer, qui va critiquer, qui va aussi parfois applaudir quand il y a de bonnes choses. Justement, quelle stratégie pour asseoir cette opposition crédible? Cela dit, donc j'insiste sur l'importance de l'opposition au Sénégal. La stratégie à mettre en place, c'est justement ce que nous faisons et ce que nous avons fait ce week-end, c'est-à-dire être une compagnie de personnes qui se respectent, mettre en avant plus les valeurs que nos personnalités qui sont plutôt peu importantes par rapport au Sénégal, travailler aussi pour une offre alternative, une vraie offre politique face aux grandes questions de l'heure. Aujourd'hui, l'économie est malade, c'est une économie covidée, comme me disait un ami. On a la mondialisation qui a aujourd'hui subi un frein, alors que les grandes multinationales sont chez nous. Elles tiennent nos économies, alors que ça ne marche plus au plan global. Donc on a de réels problèmes. On a des problèmes d'emploi, on a des problèmes d'identité même par rapport à ce que nous devenons comme nation. Je pense que cela dépasse nos personnes. Et aujourd'hui, on est écœuré quand on voit ce que le champ politique sénégalais est devenu, avec des offres à la petite semaine, des offres de prébande, des discussions autour de postes. Le Sénégal nous dépasse, l'Afrique nous dépasse, nous devons nous ressaisir, être fidèles à la pensée de grands Sénégalais comme Cheikh Anta Diop, de grands Africains comme Nelson Mandela, comme Kwame Nkrumah. C'est cela qu'il faut restaurer dans ce pays et non être dans des calculs de bas étage. Oui, alors toujours dans le cadre du projet de société, de l'offre programmatique, quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée que Jotna peut apporter aux landerneaux politiques? La valeur ajoutée, elle est importante pour nous, puisque aujourd'hui au Sénégal, on brandit beaucoup de concepts sans y mettre une âme, une pratique. Il est temps que nos politiques publiques soient drivées, soient gérées par une vraie expertise. Dans Jotna, vous trouverez des ingénieurs, des hauts fonctionnaires, des instituteurs, etc. Des gens qui ont une pratique sur le terrain. On ne fait pas la politique pour vivre de la politique, mais on fait vivre la politique pour une offre alternative. Quand on parle aujourd'hui de bonne gouvernance, mais on en parle depuis une vingtaine d'années, mais quelles sont les techniques de bonne gouvernance qu'on met en place dans nos administrations? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un fait preuve d'une mauvaise gouvernance? Qu'est-ce que techniquement on fait pour corriger, pour prévenir et corriger? Quand on parle de transparence, nous avons les mécanismes, nous avons l'OFNAC, nous avons l'IGE. On a des institutions, mais on n'a justement pas les mécanismes. On a des institutions, on a des textes, mais on n'a pas de mécanisme. Tenez, la gestion de la Covid. On a vu le ministre de l'Intérieur à la RTS expliquer les textes qui ont été pris. Ce n'est pas son rôle. Son rôle en tant que politique, c'est d'essayer d'avoir une approche inclusive pour que, éventuellement, les mesures qui sont en place soient acceptées et comprises par les Sénégalais. C'est ça le rôle politique d'un leader. Maintenant, après, son conseiller technique ou le gouverneur de Dakar peut aller à la télé expliquer les mesures draconiennes, les mesures coercitives de l'État pour contraindre les populations. Mais je pense que cette offre politique, faite de générosité, de compréhension pour que les gens soient résilients, on ne l'a pas dans ce pays. Mais pour cette nouvelle offre politique, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir des hommes neufs? Il ne s'agit pas de prendre les mêmes et de recommencer? Ah, mais justement, je pense qu'on est assez neuf dans le landerneau politique. Nous n'avons pas encore été aux commandes des choses, nous n'avons pas encore proposé de pratiques gouvernementales et nous voulons justement proposer aux Sénégalais autre chose pour qu'on nous fasse confiance et pour qu'on essaie de développer ce pays parce qu'il est temps, Jotna. Oui. Alors, cette offre programmatique dans un contexte où l'on dit que le président n'a plus droit à un troisième mandat,
est-ce que Jotna est prêt à faire face pour que Macky Sall puisse quand même respecter ce qu'il avait promis aux Sénégalais? Jotna fait face. Jotna fait face aujourd'hui en expliquant aux Sénégalais que il n'y a aucune justification possible pour un troisième mandat. Le président de la République s'est prononcé. Il a offert sa parole de leader. Nous pensons même que les textes sont clairs. Le constituant ou bien les constitutionnalistes qui ont conseillé le constituant ont fait leur lecture en disant que ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on appelle le peuple sénégalais à faire barrage au troisième mandat. Maintenant, il n'appartient pas aux politiques, parce que ce serait une mission trop lourde de faire barrage, d'empêcher un président de la République. C'est le peuple qui doit être conscient et qui doit défendre sa constitution. Mais comment? Avec quels moyens? Comment? Mais parce que le traumatisme de 2012 est encore là. Beaucoup de Sénégalais, le 23 juin, et même après le 23 juin, il y a des Sénégalais qui ont perdu la vie. Est-ce que les politiciens sont encore prêts à amener des Sénégalais à perdre comme ça une vie pour une troisième constitutionnalité ou pas d'une candidature? Mais les vies qu'on perd en ne revendiquant pas la liberté sont beaucoup plus nombreuses que les vies qu'on perd en se battant dans la rue pour revendiquer la liberté. Rien ne change. Justement, les combats d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il y a eu un espoir qui a été déçu. Mais la liberté n'a pas de prix et le combat pour la liberté ne saurait s'arrêter. C'est un combat perpétuel. On s'y mettra. Vous savez, la démocratie, c'est le dynamisme. C'est le mouvement. Quand on s'arrête, c'est la mort. La vie, c'est ça. Quand ce sont les mêmes juristes, les juristes du Sénégal qui installent le flou total autour de cette candidature du président, on a entendu Zouanke dire que le président peut briguer en seconde au vu de la Constitution, de l'ancien ministre de la Justice, de Ndoye, un juriste émérite qui dit que le président aussi, Pape Dembassi, les Sénégalais ne savent plus quoi faire. Il y a deux choses. Oui. C'est-à-dire qu'on mélange le débat technique des juristes du débat de la démocratie, de la légitimité. Je pense que la démocratie va au-delà du discours politique et même du discours juridique et même de la technique juridique pure. La démocratie, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que beaucoup de professeurs de droit se sont prononcés au vu de ce qu'ils appellent l'application de la loi dans le temps. Il y a eu un texte nouveau qui instaure une norme nouvelle et ils ont dit que cette norme prend place à partir de l'instauration. Bon, c'est une lecture. Mais moi, je vais plus loin. Je pense que la parole du président de la République qui se prononce, qui dit que c'est mon dernier mandat, l'esprit aussi des gens qui ont écrit cette constitution, enfin, qui ont dit que, je dis bien, nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Et le constitutionnaliste a répété cette phrase 3 fois. Ceci nous pousse à dire que par décence et par attachement à la démocratie, on ne devrait pas parler au Sénégal de 3e mandat. Et on connaît tout ce qui entoure cette logorée sur les 3e mandats en Afrique. C'est la conservation du pouvoir. Nous ne voulons pas être heureux dans un pays où il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas possible. Les gens nous disent, on va développer l'économie, on a bien commencé, donc taisez-vous, rien ne se passe sous le soleil. C'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se fait en Guinée, c'est ce qui peut-être s'est fait au Rwanda. Nous ne voulons pas de cela au Sénégal, puisque le Sénégal est différent de tous ces pays. Avant 2024, on a aussi d'autres échéances. Et aujourd'hui, personne ne connaît la date des prochaines élections. Quelle est locale et législative. Quelle est aujourd'hui la posture de votre coalition par rapport à ça? Notre coalition s'est prononcée. Quand il y a eu cette scission de la coalition, la première assemblée générale qu'on a tenue ici à Dakar, on a martelé l'obligation de respecter le calendrier républicain. C'est d'ailleurs l'une des conclusions du dialogue national. Et par respect aux acteurs qui se sont réunis, par respect à ce qu'ils avaient promis aux Sénégalais, que s'il y a consensus, le consensus sera appliqué. Nous avons dit que ça a fait partie du consensus. Il n'y avait pas de date. Mais on avait dit que dans le premier trimestre de l'année 2021, les élections locales vont être organisées. Mais malheureusement, aujourd'hui, on parle de 3e vague, de 2e vague. Est-ce que dans ce contexte aussi de Covid, on peut se permettre d'aller à une élection?
Monsieur Fall, vous savez bien que les États vivent sous contraintes. On ne peut pas toujours parler de contraintes naturelles pour bloquer justement ce qui fait la légitimité de nos leaders. J'ai l'habitude de dire, pourquoi minimiser les Sénégalais dans la gestion de leur vie de tous les jours? Peut-être qu'en choisissant de nouveaux leaders, ces nouveaux leaders peuvent faire face aux contraintes de la Covid. On sait que ceux qui sont là aujourd'hui ont des difficultés pour gérer la Covid. Mais laissons les Sénégalais avoir l'opportunité de nommer des personnes qui vont gérer la Covid. Les Sénégalais vont mieux accepter d'ailleurs toutes les prescriptions que ces nouveaux élus feront sur eux. Comme le président a changé d'équipe. Oui, justement, c'est ça. Il faut changer, il faut laisser les Sénégalais changer. Je pense que la respiration d'une démocratie, c'est le changement de ceux qui sont élus. Comment l'amener aujourd'hui à respecter ce calendrier républicain? Parce qu'on a vu aussi que depuis 2012, on a cette difficulté de respecter le calendrier républicain. Mais qui, justement, pour amener le président à respecter le calendrier électoral, est-ce qu'il n'a pas réussi quand même à réduire l'opposition à sa plus simple expression? Il avait dit, et je pense qu'il l'a même fait, parce qu'il est en train de dérouler son agenda comme il veut. Il est en train de dépouiller l'Assemblée nationale de tous ses pouvoirs. Quand on a entendu hier Zoinker sur la 2STV dire que l'on ne s'étonne pas si le président prend un décret quand même pour complètement supprimer l'Assemblée nationale. Tous les pouvoirs sont en Bon, franchement, là, je ne l'ai pas entendu, mais ça me donne des frissons. Oui. Et quand même, au Sénégal, il ne faut pas qu'on laisse à des pyromanes le soin de nous dicter ce que sera notre pays. Il y a des combats qui se sont menés, M. Fall l'a rappelé tout à l'heure, des gens sont morts. La démocratie a un prix. Nous avons participé à ce combat. Moi, lorsque le policier Fodé était tué à la place de l'Indépendance, j'étais là-bas le soir avec le professeur Ibrahim Fall, qui nous écoute peut-être. Et Mamadou Diop. Et Mamadou Diop. J'étais haut fonctionnaire, mais j'avais pris 1 mois de congé pour me battre, pour que ce pays change. Donc, les gens se donnent dans l'anonymat pour que le Sénégal soit dans une liberté. Donc, il ne faudrait pas que des gens fassent de l'aventure intellectuelle dehors et reviennent à leur retraite pour nous dicter comment faire une dictature. Je pense que vos questions le montrent. Ce pays tourne vers la dictature. C'est une mauvaise sauce qu'on ne va pas faire boire aux Sénégalais. On a une histoire de démocratie. Il faut que cette histoire reste. Les questions que vous me posez convergent vers une chose. Le régime est en train d'avoir un coup de froid, un coup de dur, et le Sénégal ne devrait pas accepter ça. Les Sénégalais ne pourront pas accepter ça. Égard aux aventuriers de la démocratie. Alors, en 2012, Binta, nous avions le président Abdoulaye Wade avait en face de lui des leaders de l'opposition charismatique, Ahmad Dansokho, paix à son âme, Abdoulaye Bathily et tant d'autres qui avaient faire bloc et faire chorus pour se battre et donner de la voix. Aujourd'hui, quand on constate le départ du numéro 2 de l'opposition, ou bien du leader de l'opposition, après les élections de 2019, Idrissa Seck, qui rejoint Macky Sall, et en rejoignant le président Macky Sall, il dit à la télévision que 85% de l'électorat est porté aujourd'hui de la majorité présidentielle. Est-ce que 15% peuvent faire la balance, faire mouche? Bon, c'est juste pour me taquiner peut-être, mais vous êtes plus intelligent que ça. Vous savez bien que M. Seck n'est pas parti avec 20%. Vous savez même bien que M. Macky Sall n'est pas resté avec 58% des Sénégalais. Je pense que ça, c'est des mathématiques de bas étage. C'est pas sérieux. On ne joue pas avec le peuple sénégalais. Je pense quand même que M. Seck est libre de faire ce qu'il a fait, mais à sa place, si je cristallise toute l'opposition, j'aurais pu être là pour l'histoire, justement, pour dénoncer éventuellement ce qui ne va pas et cristalliser l'espoir des Sénégalais. Maintenant, c'est une lecture qu'il a faite, qu'il a menée, il a ses propres raisons. Est-ce que son départ aujourd'hui affaiblit l'opposition? Son départ, effectivement, n'est pas de nature à consolider l'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça montre plus clairement les lignes. Aujourd'hui, les Sénégalais peuvent savoir qui s'oppose et qui ne s'oppose pas. Lui, il avait peut-être une avance sur la jeune génération. Il est là depuis très longtemps et les peuples choisissent peut-être avec cette sagesse millénaire qui veut qu'on choisit quelqu'un de mature, de mûr. Il avait cette chance-là de pouvoir effectivement incarner l'alternative. Il l'a presque bousillé. Ça donne une chance à la nouvelle opposition. Nous pensons faire partie de cette opposition et nous pensons avoir aujourd'hui les épaules assez larges pour cristalliser autour de notre coalition tous les Sénégalais qui veulent que ça change dans le respect
de ce que le Sénégal est, c'est-à-dire un pays de paix, de sagesse, un pays de tolérance, mais un pays de dignité, mais aussi avec une équipe qui sait s'ouvrir au monde, qui a une expertise pour mener le Sénégal dans cette zone de turbulence. C'est ce que nous proposons aux Sénégalais. Ce n'est pas un petit projet, nous en sommes conscients, mais nous sommes aussi conscients qu'il faut que des fils de ce pays se lèvent pour dresser la barre. Alors, quelle est votre réaction suite à l'incarcération du président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye? Oui, ça c'est aussi, à mon avis, ça c'est aussi une action de trop. Les coups sur l'Assemblée nationale, l'absence de calendrier républicain, les décrets à la petite semaine pour restreindre les libertés publiques, quelqu'un qui parle, on le coffre, tout ça fait partie d'une panoplie de mesures que les Sénégalais regardent. Un régime qui fait peur, qui cherche à un régime qui fait peur,